Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leurs réussites, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Je vis actuellement au Japon et pendant mon expatriation, j'interrogerai régulièrement des professionnels sur leurs rencontres et relations avec la photographie japonaise. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Kenta Gauthier. Bonjour Jean-Kenta. Bonjour Marine. Tu es le fondateur de deux espaces d'exposition à Paris et tu as créé ta galerie en 2014. Dans ce podcast, je préfère vraiment donner le plus possible la parole à mes invités. Donc pour commencer, pourrais-tu te présenter avec tes propres mots ? Alors, je m'appelle Jean-Kenta Gauthier, je suis né en 1984, je vis à Paris, les galeries sont à Paris, les deux espaces sont à Paris, on travaille avec des artistes qui sont dans le monde entier, très peu en France, et mon prénom c'est Jean-Kenta. Jean, c'est français et Kenta, c'est japonais, puisque la moitié de ma famille est japonaise. Est-ce que tu pourrais revenir sur la formation que tu as pu avoir et sur ton parcours professionnel jusqu'à la création de ta galerie? Dans quel environnement tu es né? Est-ce que dans ta famille, il y avait des liens avec la photographie, avec l'art? Voilà, juste pour revenir sur le contexte et jusqu'à la création de ta galerie. Pourquoi est-ce que je suis devenu galeriste ? C'est des rencontres, c'est des rencontres avec des artistes. Alors ça a peut-être un lien, ça a probablement un lien, mais j'ai grandi dans une famille de musiciens. T'as fait une formation en histoire de l'art ? J'ai pas fait de formation en histoire de l'art. J'ai étudié la philosophie. Et en étudiant la philosophie, on étudie l'histoire, on étudie la littérature, on étudie beaucoup de choses et l'histoire de l'art n'est pas loin. Mais j'ai jamais fait d'études à proprement parler d'histoire de l'art. Ça a accompagné mon parcours plutôt en philosophie. Après, pour être un peu plus précis, j'ai fait des études d'histoire de la philosophie ou d'histoire des idées. Donc il y a une dimension historique, une mise en perspective historique de la philosophie. Ouais. Et ensuite, j'ai fait des études autour de ça, j'ai fait des études de langue aussi, j'ai fait des études de littérature. Ma formation, elle est vraiment littéraire. Et quelles sont les premières expériences que tu as pu faire qui t'ont après mené vers le monde des galeries ? Quand j'étais étudiant, j'avais un très bon ami qui était galeriste, très très jeune galeriste, qui s'appelle Marc-Emmanuel Vervillet. Et avec Marco, on l'appelle Marco, on était jeunes. Il avait beaucoup d'ambition. Il a monté une galerie qui était d'abord à Paris, puis ensuite a déménagé à Berlin. Moi, j'étais étudiant pendant cette période. Je l'ai beaucoup aidé. J'ai trouvé ça génial de passer du temps avec des artistes, de réfléchir à des projets, des expositions, des œuvres. Et je pense que les rencontres qu'il y a eu à ce moment-là avec Marco ont été des choses qui ont été importantes. C'était pendant mes études, je réfléchissais à ce que j'allais faire après. Moi, à l'origine, je devais enseigner la philosophie. C'était la direction que je prenais. Et j'ai bifurqué en cours de route plutôt tard, puisqu'au début, moi, je devais vraiment finir une thèse de philosophie et aller la finir aux États-Unis. Donc, c'était mon idée. Sur quel sujet ? J'ai commencé en fait à écrire un début de thèse sur la morale chez Michel Foucault. Et puis, j'ai basculé, j'ai bifurqué à un moment dans mes études. Je crois que les rencontres avec les artistes, ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses que je pouvais faire. Moi, j'ai plein d'amis avec qui on étudiait, qui sont devenus eux universitaires, qui enseignent la philosophie, qui font de la recherche. Je dis souvent que la vie universitaire, c'était impossible, c'était un autre possible. C'est une vie très très belle, mais je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait. Et en vérité, pour rien au monde, je voudrais changer de métier.
Et du coup, comment tu t'es retrouvée avec depuis du coup tes études, les rencontres que tu as pu faire et la création de ta galerie? Comment s'est un peu passé les étapes? Quelles sont les rencontres que tu as pu faire avec les artistes, les institutions, les collectionneurs? Enfin voilà, enfin un petit peu comment ça s'est dans ta tête. Quelles ont été un peu les étapes avant le fait de se dire de façon très officielle, je crée ma galerie, j'ai un espace, voilà. À la fin de mes études, j'ai rencontré les gens, la famille qui était en train de vraiment lancer le magazine et la galerie Polka à Paris. Et on s'est très bien entendu, très vite entendu, et j'ai fait d'abord un stage, comme on fait souvent à la fin de ses études. Et puis j'y suis resté, on a travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années. Au tout début, je suis vraiment arrivé Ouais, ils avaient commencé le projet peu de temps avant, donc il n'y avait pas encore à cette époque-là la galerie, l'espace qu'ils ont dans le Marais. Donc ce déménagement a eu lieu pendant que moi j'y étais. Le projet a grandi. On a fait plein d'expositions, travaillé avec plein de photographes. Et puis après un certain nombre d'années, j'avais envie de défendre d'autres choses, de travailler avec d'autres artistes. Je voulais aussi faire de l'édition tout de suite. C'est un projet qui est toujours dans les cartons et de facto avec les années, depuis que la galerie a été créée, on fait des projets d'édition, mais plutôt de coédition avec d'autres éditeurs. Mais créer une structure d'édition, ça fait tout à fait partie des développements qui vont venir très vite en fait pour la galerie. En fait, je dis pour la galerie, mais c'est pas pour la galerie parce que je veux pas que ce soit une structure d'édition adossée à la galerie. Ce sera vraiment une structure indépendante de la galerie. Et puis dans les années, donc je crois que j'ai dû quitter Polka en 2000, est-ce que c'était 2013 peut-être. Et puis j'ai eu une année où en fait j'ai passé le clair de mon temps à voyager. J'étais très très peu à Paris. Je voyageais pour faire plein de rencontres, pour rencontrer plein de gens, des artistes, des commissaires, des directeurs d'institutions, des collectionneurs. Et puis d'une certaine manière, quand je suis revenu à Paris, c'était assez clair que j'avais besoin de créer ma structure. J'ai créé la galerie en fait en 2014, mais l'espace dit de galerie, il a été créé qu'en 2015, fin 2015. Et d'ailleurs, l'inauguration était le soir des attentats du Bataclan. C'était un choix. Pendant longtemps, j'ai considéré que les projets qu'on faisait en dehors de l'espace dit de galerie étaient plus importants que ce qu'on pouvait présenter à la galerie. Moi, je dis souvent qu'en fait, les galeries, ça porte assez mal leur nom. Le mot galerie signifie un espace, c'est une galerie. Alors que pour moi, une galerie, ça comprend le fait d'être un espace, mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. Moi, je dis avant tout que la galerie, c'est une plateforme pour de la production. C'est une plateforme où on met en relation différents acteurs. Et puis, s'il y a un espace de galerie, c'est un lieu que moi je considère comme un laboratoire. Quand je dis laboratoire, c'est qu'on fait des expériences. Donc, on peut présenter dans l'espace de la galerie un projet qui n'est pas forcément totalement finalisé. Et souvent, on a présenté des projets qu'on était amené, peu de temps après, à présenter à plus grande échelle, dans un autre cadre, plutôt institutionnel, un musée, une fondation, ou un festival, en France, à l'étranger. Et c'était vraiment le principe de départ de la galerie. Alors, les choses se sont structurées avec les années, puisque maintenant on a deux espaces. On a deux espaces qui sont à Paris, qui sont assez différents dans leur configuration, ce qui permet de faire des choses très différentes aussi. Donc, qui dit deux espaces dit là pour le coup une vraie programmation. Donc maintenant on a une vraie programmation au sein de la galerie d'expositions, expositions monographiques, quelques expositions thématiques sur des sujets qui me tiennent à cœur, des questions qui me semblent essentielles. Voilà un peu comment les choses sont arrivées et maintenant ça va faire un certain nombre d'années maintenant que je suis galeriste. Ouais.
Et quelles sont un peu les différentes étapes, si on pouvait revenir sur des moments clés de la galerie? Est-ce que du coup là, voilà, on passe de pas d'espace à une, à deux, mais est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions? Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres? En tout cas, quels ont été un peu les moments forts depuis ces 9 années? Quand on a commencé, on a présenté un certain nombre de projets avec des artistes qu'on représente, beaucoup de Japonais. Alors, on pourra parler du rapport avec le Japon après. Travailler avec des artistes japonais, pour moi, c'est tout à fait naturel. Le Japon, c'est mon deuxième pays. Je parle japonais. Souvent, on m'a posé la question, pourquoi travailler avec autant d'artistes japonais? Et en fait, je dis, pour moi, c'est naturel. C'est comme un galeriste français ou une galeriste française qui travaillait avec un artiste français. Moi, ça vient très naturellement. Alors, c'est sûr que quand on travaille avec un certain nombre d'artistes japonais qui sont de générations différentes et qui sont des artistes extraordinaires, et ben on nous demande de faire beaucoup de projets. On nous invite à monter des expositions monographiques, collectives, des installations dans différents contextes. Et c'est vrai qu'au début, on a beaucoup fait ça. Et puis, je me suis rendu compte... Mais dans des musées, du coup, dans des musées partout dans le monde, ce genre de projet? Ouais, on a participé à des expositions... Il y avait soit des expositions monographiques ou collectives. En France, par exemple, il y avait on a fait une grande exposition en 2015 aux Rencontres d'Arles qui s'appelait Another Language, 8 Japanese Photographers. Le titre est en anglais. C'était une exposition de groupe avec 8 artistes, 8 photographes japonais de différentes générations. C'est une exposition qu'on a faite avec Simon Baker. Simon, à l'époque, était encore à la Tate à Londres. Et puis Akio Nagasawa, qui est un grand copain à Tokyo, qui est galeriste et éditeur. On a participé à des expositions à la Tate, au Centre Pompidou-Metz, à Houston, au Japon, en Italie, en Allemagne. Je me rappelle plus, il faudrait que je reprenne la liste. Il y a eu beaucoup de projets comme ça qui étaient, c'est vrai, centrés beaucoup autour de l'identité japonaise des artistes. Et puis, en même temps, on travaillait avec d'autres artistes qui n'étaient pas japonais. Je pense par exemple à Raphaël Dalla Porta, puisque Raphaël est le seul artiste qu'on représente qui depuis toujours vit à Paris. Il y a un autre artiste qui est Yeho Engström. Engström, il vit de plus en plus à Paris maintenant, à Montreuil, mais il est suédois et pendant toutes les années qui viennent de passer, il était entre la Suède et la France. Maintenant, il est vraiment à Paris. Et avec Raphaël, on faisait plein d'autres projets aussi. Mais j'avoue que avec les années, j'ai peut-être un peu freiné tous les projets qui concernaient les artistes japonais parce que je me suis rendu compte que assez vite on se faisait connaître sous l'étiquette de cette galerie en France, à Paris, spécialisée dans les artistes japonais qui poussaient la photographie japonaise. Et c'est très intéressant et à la fois ça va à l'encontre de ce que je veux défendre. Donc on a un peu freiné ces projets. On nous invite toujours à les faire et quand c'est vraiment intéressant, bien sûr qu'on le fait. Mais je voulais faire attention à cette dimension que moi je ressentais assez souvent très vite comme étant un peu comme une sorte d'exotisme, un exotisme un peu contemporain. Qui part de bonnes intentions, mais qui, à mon sens, peut être dangereux. Et donc, du coup, les évolutions ont été vers 2017 de s'éloigner de la photographie japonaise. De faire moins de projets autour de la photographie japonaise. Et de faire plus de projets avec les autres artistes que la galerie représente et qui ne sont pas japonais. Alors, ça ne nous a pas empêché de continuer à en faire. Je pense il me semble que c'était en 2018,
On a fait une très belle exposition au musée Niepce à Chalon-sur-Saône de monographique de Daido Moriyama. C'était une exposition qui prenait tout le musée, enfin toute la partie dédiée aux expositions temporaires du musée, qui était... on embrassait les 3 décennies de réflexion de Daido Moriyama sur sa relation avec Nicéphore Niepce, sur sa relation avec cette image, le point de vue du gras, qu'il a découvert à la fin des années 70, qui est devenue une question vraiment centrale dans son œuvre dès le début des années 80. Il a fait un projet, au fond, en 3 chapitres, sur plus de 30 ans. Et donc on a présenté l'ensemble de ce travail-là au musée Niepce, à Chalon-sur-Saône. Je crois que c'était en 2018. Bon, là, ça faisait totalement sens. Et c'était même peut-être la destination première de ce projet, de cette exposition. Et d'ailleurs, le musée, à la fin de l'exposition, a acquis certaines œuvres qui sont maintenant dans leur collection et qui, à mon avis, sont très intéressantes pour le fond assez extraordinaire qu'a le musée Niepce. Et du coup, aujourd'hui, la galerie, c'est à peu près combien de personnes ? Aujourd'hui, on est 4 dans la galerie à travailler. Je parle de l'équipe même de la galerie. Il y a une 5e personne qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Je dis toujours nous pour la galerie parce que je considère que la galerie, c'est l'équipe de la galerie et c'est les artistes aussi. Les artistes sont tous très proches de la galerie. On fait beaucoup de projets ensemble. La période du Covid a bien sûr freiné un peu ça, mais moi, je tiens à beaucoup voyager, à beaucoup passer de temps avec les artistes, aller les voir là où ils sont, à voyager avec eux dans d'autres endroits pour préparer des projets. Je n'oserais pas dire que la galerie c'est comme une famille parce que les artistes ils ont eux-mêmes leur famille, mais il y a quelque chose de cet ordre. Donc j'ai toujours nous parce que c'est nous pour tout ce monde qui représente la galerie. Et puis après il y a un petit nombre d'amis vraiment proches de la galerie qui accompagnent la galerie depuis quasiment le début. C'est un petit groupe de collectionneurs, c'est un petit groupe de directeurs d'institutions, de commissaires d'exposition, de critiques, de journalistes. Et ça aussi, c'est un peu la famille agrandie de la galerie, puisque, pour ceux qui sont à Paris, alors beaucoup sont à l'étranger, mais pour ceux qui sont à Paris, dès qu'à la fin d'un vernissage, on organise un petit verre à la galerie, ils sont tous là. Il y a un point qu'on avait abordé avant de faire cet entretien, c'était le fait que la galerie a quand même 2 espaces à Paris, mais elle n'est pas si connue du grand public. Et ce que tu me disais, c'était parce que vous aviez en fait plutôt travaillé sur des projets d'acquisition avec des musées et que du coup là vous étiez à une étape différente à une nouvelle étape de la galerie. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la relation et que vous avez pu avoir avec certains musées, comment vous avez pu créer des liens et puis le changement que vous pouvez essayer d'aborder aujourd'hui et puis pourquoi cette évolution, nous parler aussi un petit peu des changements qu'il pourra avoir dans la galerie. Alors là, on est à un moment important de bascule un peu de la galerie parce que notamment on met en place ce qu'on appelle une stratégie de communication. Jusqu'à maintenant, en fait, on a très très peu communiqué sur ce qu'on faisait. D'abord, on pouvait se le permettre parce que, d'une certaine manière, quand tu fais des projets avec des institutions, quand tu fais des projets dans des institutions, l'institution elle-même communique sur les projets. Donc ça veut dire que les projets que tu montes, il y a quand même un relais de communication derrière. Mais une communication venant de la galerie, c'est quelque chose qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a quasiment fait. Enfin, on se limitait au strict minimum. C'est-à-dire un envoi de temps en temps d'une newsletter et puis un compte Instagram avec quelques posts de temps en temps, quoi. C'était vraiment ça. En revanche, pour moi, le plus important, c'était de créer un vrai réseau pour la galerie, un réseau avec des interlocuteurs ou des interlocutrices identifiés dans le monde, avec lesquels on pouvait échanger de manière soutenue. Mon idée était que pendant toutes ces années, en fait, on a créé des archives. Puisque tous les projets qu'on a réalisés, il y a des textes qui ont été écrits, il y a des photographies qui ont été faites, il
Il y a même très souvent des entretiens qui étaient enregistrés, souvent plutôt avec les artistes. Et c'est une sorte d'archive qu'on a et qu'on commence là vraiment petit à petit à mettre en avant. Mon idée était que le jour où on commence à communiquer sur ce qu'on fait, on était capable de communiquer déjà sur ce qu'on avait fait. Et donc pour le public qui nous découvre, non seulement ils peuvent découvrir les projets qui sont en cours, mais réaliser qu'en fait derrière il y avait un certain nombre de projets, que les choses ont une cohérence, qu'avec les années, si on regarde les liens entre ces projets, il y a une cohérence, il y a des idées importantes qui sont défendues, voilà il y a cette expression, hein, faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose ou faire beaucoup de bruit pour rien. Je voulais vraiment pas qu'on nous dise voilà, on fait beaucoup de bruit pour quelque chose et puis finalement derrière qu'est-ce qu'il y a? Au moment où on diffuse les choses, on les met en ligne, on les envoie à différentes personnes, ils se rendent compte que comme ton podcast, qu'avec les années on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'enregistrements qui ont été faits et que peut-être que un nouveau public va découvrir ton podcast et puis en cliquant sur le lien découvre que derrière il y a des dizaines et des dizaines d'entretiens et qu'en fait il y a une archive. L'archive c'est vraiment important. L'archive c'est vraiment important pour une galerie. Oui, on peut trouver beaucoup de choses sur YouTube en tout cas. Enfin, vous avez beaucoup de. Alors on a mis un certain nombre déjà d'entretiens sur YouTube. Pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup communiqué dessus. Ça va venir. C'est en cours. On a la chance, avec les années, c'est devenu un vrai ami. On a un ami de la galerie qui est collectionneur et qui est un professionnel dans la communication aussi. Et en fait, c'était un de ses conseils depuis le début. Il me disait, pense aux archives. Parce que c'est bien de faire quelque chose à un moment, c'est même fondamental et c'est même le plus important. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui, d'abord, n'auront pas accès à la chose, ne pourront pas se déplacer, ne pourront pas voir le projet. Et il faut bien que ces personnes-là puissent plus tard le voir. Et puis, si on change d'échelle, on réfléchit à certaines galeries qui ont des décennies d'existence ou qui même ont fermé il y a un certain nombre d'années. Sans vouloir du tout comparer, on n'est pas du tout à c'est pas du tout la même échelle, la même histoire, la question n'est pas là, mais la galerie de Léo Castelli, alors c'est sa femme qui a repris des choses derrière, mais la galerie de Léo Castelli, il y a des archives qui sont disponibles. Les archives, à l'époque c'était quoi? C'était des correspondances, c'était des fax, c'était des lettres. Le jour où une partie de ce matériau a été numérisé et rendu accessible, on a découvert des choses extraordinaires. Les relations de Castelli avec certains artistes, à quel moment il est rentré en contact avec des artistes comme Warhol, comme Liechtenstein. Il y avait cette section qui s'appelait Castelli Graphics, qui était plus aussi dédiée à la photographie, puisque là on parle beaucoup dans ton podcast de photographie. Et en fait, ces archives, elles sont extraordinaires, elles sont rentrées dans l'histoire. Aujourd'hui, si ces archives n'avaient pas été conservées, qu'est-ce qui resterait de l'histoire et de l'importance de cette galerie, fondamentale, quoi. Ça fait partie de ces immenses galeries du XXe siècle. Il resterait pas grand-chose, et puis on n'en parlerait pas de la même manière aujourd'hui. Léo Castelli, on oublie par ailleurs qu'il a lancé sa galerie en fait très tard dans sa vie, mais il a vraiment marqué l'histoire. Et donc voilà, c'est un exemple d'archive. Un autre exemple d'archive, on change d'échelle et de contexte, mais le jour où le MoMA a mis en ligne, ça a été des années de travail pour eux. Le jour où le MoMA a mis en ligne les archives de leurs expositions, qui sont consultables librement sur leur site, on découvre des choses extraordinaires. D'abord, on découvre qu'ils ont eu le souci depuis le début. C'était quoi? C'était 1929, je crois. Depuis le début, ils avaient le souci de tout photographier. Ils ont conservé tous les documents. Sur leur site, on peut avoir accès aux checklists des expositions, c'est-à-dire vraiment la liste des œuvres. Je crois même que si on lit entre les lignes, on peut voir les œuvres qui finalement n'ont pas été retenues pour l'exposition, parce que quand on fait un montage, ça peut arriver que pour X raisons, finalement, certaines œuvres soient pas exposées.
les communiqués de presse, les textes écrits à l'époque, on découvre tout ça. D'ailleurs, si je reviens à ce projet qu'on avait monté, qu'on avait présenté en Rencontre d'Arles en 2015, il y avait un concept dans cette exposition, c'était qu'on reprenait la base d'une exposition historique qui avait été faite au MoMA en 1974. À l'époque, il y avait de mémoire 11 photographes. C'était la première grande exposition de photographie, de photographes japonais en dehors du Japon, dans une institution majeure. C'était en 1974. Il y a un catalogue qui a été publié à l'époque, ce qui fait que le catalogue que nous, on a publié en 2015 pour l'exposition, les connaisseurs auront réalisé que la mise en page est exactement la même, que la couverture, on a juste changé la couleur, mais c'est exactement la même chose. Et donc on se demandait au fond, en 2015, qu'est-ce qui restait de cet élan lancé en 1974 par le MoMA, qu'est-ce qui restait de cette photographie. Dans l'exposition qu'on a présentée, sur les 8 artistes, il y en avait de mémoire 4 qui étaient déjà dans l'exposition en 1974 au MoMA, dont Daido Moriyama par exemple. Je pense que cette exposition qu'on a montée avec Simon et puis avec Akio, je pense qu'on n'en aurait pas forcément eu l'idée si on avait... Bon, on avait le catalogue de 74, édition originale, mais si on n'avait pas eu accès à tout ça sur le site du MoMA. Comme quoi les archives, c'est vraiment fondamental. Et que le MoMA là-dessus est un exemple. Et en fait, il faut penser aux archives dès le début. Voilà ce qu'on a constitué pendant toutes ces années, les années qui viennent de passer. C'est un effort constant à la galerie. Tout ce qu'on fait, d'une certaine manière, on l'enregistre, on en conserve une trace écrite, une trace des photographies, des vidéos, des entretiens enregistrés. Alors parfois c'est que du son, parfois il y a du son et de l'image. Et puis même, moi je pense à une chose, depuis le début de la galerie, j'ai des carnets sur lesquels je note tout. Alors c'est des carnets qui sont souvent pas très intéressants parce que quand un galeriste tient un carnet, il y a plein de notes, de choses de comptabilité par exemple qui sont pas intéressantes. Mais dans le carnet, il y a plein d'idées échangées avec les artistes. Il y a toutes les notes que je peux prendre quand je suis en train d'échanger avec un artiste, soit parce qu'on est ensemble dans un endroit, soit on est en voyage, ou alors on a une longue discussion au téléphone. Il y a des croquis qui sont faits par les artistes, parce qu'on travaille sur une exposition, et donc on réfléchit à la manière de présenter les choses. Et puis à un moment, l'artiste dit « passe-moi ton crayon », et on fait des croquis comme ça, et puis moi-même je rajoute des choses dessus. En fait, ça, c'est très important pour la galerie. Et ces carnets, d'abord, je les conserve parce que souvent, il y a des notes auxquelles j'ai besoin que j'ai besoin de vérifier avec les années. Il y en a, disons, plusieurs volumes. Un jour, je vais scanner tout ça et puis je me dirais que, pour plus tard, ça fera partie des archives de la galerie. Parce qu'en fait, dans ces carnets, il y a souvent le début des discussions avec les artistes. Et ça, c'est une excellente base pour commencer à vraiment communiquer sur ce que fait la galerie. Parce qu'au fond, c'est comme quand on va sur un site d'un média, d'un journal, Le Monde ou le New York Times, on lit quelque chose, puis il y a un lien. Et puis ce lien nous ouvre une autre page. Et puis dans cette page, on a un nouveau lien qui nous conduit vers une autre page. Enfin, c'était le principe de l'encyclopédie de Diderot. Il y avait même certains penseurs qui disaient que le principe du lien, du hyperlink, du lien qu'on a sur Internet, qu'on clique, en fait, Diderot l'aurait inventé pour son encyclopédie. C'est un peu l'idée, quoi. La galerie, on veut créer les archives sous cette forme. Non, mais du coup, la question des archives me fait penser à une de mes questions qui est toujours un petit peu énorme, enfin, qui touche à plein de points. C'est quelles sont un petit peu les évolutions que tu aurais pu voir dans le milieu de la photo depuis ces dernières années et celles que tu aperçois pour les prochaines. Alors du coup, là, évidemment, on est sur un podcast qui s'appelle Les Voix de la photo, mais l'idée c'est d'ouvrir en plus la pratique des photographes et maintenant très élargie. On a des photographes qui font des installations de la vidéo. Voilà. Donc, quelles sont un petit peu les évolutions que tu as pu voir parmi les artistes
artistes que tu côtoies du coup depuis ces dernières années et celles que tu peux un petit peu apercevoir, en tout cas les tendances que tu peux voir pour les prochaines années? Je sais pas, j'étais il y a pas longtemps à une conférence qu'organisait Clément Chéroux, et il disait que c'est intéressant, c'est une bonne manière de structurer les choses de toutes ces dernières années. Il y a eu une période où on s'intéressait beaucoup à la question de la production de la photographie. On est probablement à une période où on s'intéresse plus à la diffusion de la photographie. Et puis le troisième volet, ce sera la réception, qui est plutôt une question théorique. Les modes de diffusion de la photographie ont beaucoup évolué ces derniers temps. Il y a eu une explosion aussi d'un médium, d'un support qui est le livre. Alors on parle aussi beaucoup de photobooks. Je peux comprendre parce que c'est en soi une petite industrie qui existe. Après, souvent je me demande pourquoi on a besoin d'isoler ça sous ce terme-là, parce qu'au fond, ce sont des livres d'artistes. Ce sont des livres d'artistes faits souvent avec des éditeurs. Pendant longtemps, le livre d'artiste était quelque chose qui était fait par l'artiste. Mais aujourd'hui, il existe des structures qui permettent à des artistes de faire des livres d'artistes avec des éditeurs. Si je reviens à cet exemple-là de cette exposition au MoMA en 1974, si vous allez sur le site du MoMA, alors les vues, elles sont faites en noir et blanc, elles sont très bien, elles sont très bonnes. Une chose qui m'a frappé dès que je les ai découvertes, c'est qu'en 1974, on présentait la photographie, et aujourd'hui, en 2023, la majorité des expositions présentent la photographie au fond de la même manière. Ça reste beaucoup des tirages sur papier, encadrés, sous Marie-Louise, dans des cadres noirs, au mur, avec le milieu du cadre à grosso modo 1,50 m du sol. En voyant ces images-là, je me suis dit c'est quand même étrange. Alors, est-ce que ça veut dire que le MoMA était très en avance, ou est-ce que nous, on est en retard? Je ne sais pas trop. Mais je me dis que le monde a beaucoup évolué et que c'est peut-être un peu étrange qu'on présente dans beaucoup de cas la photographie toujours de la même manière. Maintenant, il y a des formes de, comme on dit dans le jargon, de monstration qui ont beaucoup changé. Moi, je parle plutôt des artistes. Un artiste comme Daisuke Yokota peut décider de présenter son travail, dont une bonne partie est vraiment encore sur papier, mais d'une manière très différente, une installation qui part d'un travail qui est sur papier, mais qui peut inclure du son. Il y a des œuvres qui deviennent plus sculpturales. Je me dis que si Daisuke aujourd'hui fait son travail de cette manière, il y a une raison qui lui appartient, et puis il y a une raison qui vient avec, qui accompagne l'époque, qui accompagne le temps, qui le devance. Pour moi, le plus important, et la discussion qu'on a toujours avec les artistes, c'est que ça fasse sens. Au fond, ce que font les artistes, c'est qu'ils créent du sens. Et parfois, ils créent du sens à un endroit où on n'attendait pas qu'un nouveau sens pouvait être créé. Ils déplacent la signification de choses qui sont établies dans notre monde, dans la société, dans nos vies. Le plus important, c'est que ça fasse sens. Et si ça fait sens en étant présenté sur papier, avec une Marie-Louise blanche et un cadre noir au mur, accroché à 1,50 m du sol, c'est évidemment pas un problème parce que c'est justifié. Si à l'inverse, Daisuke Yokota a besoin de présenter dans un espace 4 ou 5 rouleaux qui font 20 mètres de long chacun, qui sont suspendus par le plafond avec une installation sonore, et que ça fait sens, c'est justifié. Moi, j'ai une manière un peu particulière de présenter la chose ou d'en parler avec les artistes, et ils le savent. Ça peut paraître étrange, mais je dis toujours que quand on présente un projet, il faut que tout soit justifié.
que tout soit justifié. Alors on a des contraintes, souvent on part de contraintes, mais en tout cas, tout dans le projet doit être justifié. Parce qu'en fait, il y a toujours au moins une chose qu'on ne peut pas justifier. Et quand on a justifié tout le reste, cette petite chose qu'on ne peut pas justifier devient l'élément qui explose. Devient la chose qui infuse l'ensemble du projet d'une poésie incroyable, qui nous fait voir ou sentir ou comprendre quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne soupçonnait pas. C'est comme ça que je travaille avec les artistes. Ça donne lieu à des discussions qui durent pendant des heures, des semaines, des mois. Parfois c'est un échange qui peut devenir un peu houleux parce que ça peut m'arriver, c'est un défaut de pousser les artistes un peu dans leur retranchement. Alors c'est cette distance qui est vraiment à mesurer délicatement. Je rappelle, ils le savent parce que je le dis tout le temps, je dis toujours que je ne suis pas un artiste, je ne suis pas l'artiste, donc je n'ai pas la bonne idée, et souvent mes idées sont mauvaises. Mais il y a peut-être un élément dans toutes les idées que je peux soumettre qui, avec les années, avec les expériences, avec une forme d'intuition et d'accompagnement qui part d'abord de la compréhension du travail, de la pratique, des intentions de l'artiste, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à retenir là-dedans. Et puis peut-être qu'on peut en faire quelque chose, mais peut-être pas. Peut-être qu'en fait, cette idée, elle était juste pas bonne et qu'il faut passer à la suivante. Mais c'est un peu ma technique. Et c'est un peu comme ça qu'on monte tous les projets avec les artistes. Tu vois, je rajoute par exemple, parce qu'on parle de photographie, mais une des questions par exemple, c'est pourquoi utiliser la photographie ? Pourquoi est-ce que pour tel projet, tel artiste, pourquoi est-ce que l'artiste a besoin ? Au fond, déjà, il faut d'une certaine manière justifier la photographie. Il y a plein de manières de justifier la photographie et chaque artiste a sa propre manière de le justifier. Mais il faut être capable de se poser cette question. Parce qu'en fait, la photographie, c'est une des possibilités. Mais il y a plein d'autres choses possibles. Et pour en revenir à toi, tu l'as un petit peu abordé au début avec ton prénom et tu l'as aussi abordé sur le fait que les premières années étaient plutôt vers le Japon. Est-ce que tu pourrais revenir sur ta relation avec le Japon, avec la photographie japonaise? Est-ce qu'il y a des éléments de différence ou de ressemblance que tu vois entre ces deux pays avec le prisme de la photographie? Voilà, donc est-ce que tu peux prendre l'aspect que tu préfères, mais vu que tu as une vision sur ces deux pays, quels sont un petit peu les éléments que tu peux voir entre ces deux pays? Tu parlais aussi d'exotisme qu'on peut aussi avoir à vouloir mettre des gens ou des institutions dans des cases. Voilà, donc je trouve ça aussi assez intéressant parce que ça parle aussi de la fascination qu'on peut aussi avoir pour certains pays, et le Japon, je pense, c'est un pays qui fascine beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais revenir sur ta relation avec le Japon et sur la photographie japonaise? Je comprends tout à fait que le Japon puisse fasciner beaucoup de gens, que le pays, que l'histoire, que la société japonaise puisse fasciner. Et moi-même, au fond, je suis... Enfin, c'est un de mes deux pays, donc je suis assez passionné par ça. On peut probablement parler d'une photographie japonaise, comme probablement qu'on peut parler d'une photographie américaine, comme j'imagine qu'on peut parler, oui, d'une certaine photographie française. C'est probablement lié à l'histoire de la société japonaise, à certains moments importants, clés de la société japonaise. Il y a des artistes dont le travail, la pratique, l'œuvre a un lien fondamental avec cette société. Pour moi, un des très beaux exemples, c'est Issei Suda, qui était un photographe incroyable. La photographie de Suda, c'est extraordinaire. Son œuvre la plus connue, qui s'appelle Fushikaden, dont le titre est très japonais. C'est un ensemble de 138 photographies. Si on regarde de près et si on a une petite compréhension de la société japonaise,
on y décèle des réflexions sur, par exemple, l'humour japonais, un humour au quotidien, une sensibilité, oui, qui a quelque chose de très japonais. Donc, par exemple, Suda, on pourrait dire que son travail qui est extraordinaire, est très lié à la société japonaise. À l'inverse d'Aisuke Yokota, nous on nous contacte beaucoup pour le travail de Daisuke parce que très vite dans le monde il y a eu des acteurs, des institutions, des éditeurs qui ont voulu présenter son travail, parce que son travail est vraiment excellent. Et puis il y a ce prisme Japon qui rentre très souvent dans la discussion, et moi je me demande ce qu'il y a de japonais dans le travail de Daisuke. Certes, il vit au Japon. Certes, il est japonais. Donc bien sûr, on ne peut pas totalement faire abstraction de cet élément. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dans son travail qui justifie le fait qu'on dise que c'est au fond un travail japonais. Voilà. Probablement que dans l'histoire, il y a un certain nombre de travaux, d'œuvres, de photographes qui ont un lien avec la société japonaise. Si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, on peut penser à Nakaji, Yasui Nakaji, autre photographe qui était extraordinaire. Dans son œuvre, dont l'essentiel est conservé dans un musée au Japon, à Kobe, oui, il y a des éléments qui font référence à cette société, à cette époque. Mais je pense que souvent on exagère sur ce lien avec le Japon, de même qu'on peut exagérer sur le lien avec les États-Unis de beaucoup de photographes américains. Qu'on dise que Stephen Shore ou Eggleston a une dimension, ou Walker Evans encore plus, une dimension vraiment américaine dans le travail, je conçois tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres pour lesquels on n'a pas forcément besoin de rappeler que ce sont des photographes qui sont soit américains, soit japonais. Et puis par ailleurs, j'oublie pas ce que Alfredo Jarre dit, et puis qui était le principe d'une de ses œuvres importantes de 1987, This is not America, puisque les États-Unis, ce n'est pas l'Amérique. Et on dit toujours l'Amérique, mais l'Amérique, c'est le continent américain entier. Ça englobe l'Amérique du Sud, ça englobe le Canada. Déjà, il y a un problème même dans l'adjectif qu'on utilise, parce que l'Amérique, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est une partie du continent américain. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense, c'est très difficile d'y répondre. Si on creuse plus la question, si on passe du temps au Japon, si on parle du Japon, hein, si on y passe du temps, qu'on s'intéresse à l'histoire de la société japonaise et puis du lien que la photographie au Japon peut entretenir avec cette histoire-là, on peut sentir quelque chose. Par exemple, tu sais que l'arrivée de la photographie au Japon, d'abord c'était quelque chose d'abord c'était quelque chose qui a été importé. Un des premiers vrais usages de la photographie important au Japon, tu peux le déceler à travers, par exemple, les portraits qui ont été faits des différents empereurs, puisque le portrait photographique de l'empereur est un très bon exemple d'usage, d'appropriation, de digestion et de reformulation de la photographie au Japon. Au milieu du 19e siècle, quand la photographie est arrivée au Japon, très vite le pouvoir s'est accaparé cette technique et a produit des portraits des empereurs, puisque c'est un peu comme nous en France, dans n'importe quelle gendarmerie, mairie, préfecture, on a un portrait du président. Au Japon, il y avait un portrait de l'empereur. Et puis, si tu étudies tous ces premiers portraits photographiques, tu vois qu'au début, c'était au fond, selon notre point de vue, notre manière de considérer la chose, c'était assez maladroit. Et puis très vite, ils ont
absorber, intégrer des codes iconographiques de représentation du pouvoir, qui probablement chez nous viennent de la peinture, dans les portraits photographiques des empereurs. Et puis une autre question aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette discussion avec Hanako Murakami, qui est une artiste géniale, avec qui on travaille, qu'on représente et qui est japonaise, qui est née en 84, mais qui vit à Paris. On vient de terminer une très belle exposition de Hanako à la galerie. Hanako réfléchit. Je dis souvent que dans son travail, Hanako marie la recherche et la poésie, et elle réfléchit beaucoup à la question de la naissance de la photographie. Au Japon, le mot photographie, sa traduction en japonais, c'est shashin. Au tout début, il y a eu une traduction qui était phonétiquement, une transcription phonétique qui était photographie. Donc photographie. Et puis très vite, les Japonais ont inventé leur propre mot pour désigner cette technique. Le mot shashin ne fait pas référence aux mêmes éléments que l'étymologie du mot photographie. Shashin, on pourrait le traduire par à la fois la copie et la projection de copie aux projections fidèles, ou alors, si j'extrapole, on pourrait dire copie aux projections de la réalité ou de quelque chose de réel. Il n'y a pas l'idée d'écriture qu'il y a dans photographie. Et par ailleurs, il n'y a pas l'idée de lumière directement non plus. Bon. Souvent, la traduction, c'est une manière d'aborder les choses qui est riche. C'est souvent en confrontant des traductions qu'on peut découvrir un sens au milieu de tout ça. Si tu essayes de définir la photographie et que tu te dis que tu vas définir la photographie, par exemple, en confrontant le mot photographie et le mot shashin, tu crées un entre-deux et tu réalises que dans cet entre-deux résident beaucoup de questions fondamentales que par exemple en France on se pose, qu'au Japon peut-être on se pose moins. Ou qu'à l'inverse, la traduction japonaise offre déjà une réponse à des questions intrinsèques à la photographie. Quand je dis en France, c'est en Occident. Donc si tu veux, quand je parlais d'exotisme, on parle de japonisme. Il y a eu une période où on avait une fascination déjà pour le Japon. On pense à Van Gogh, on pense à... je conçois tout à fait que ça existe. Je comprends tout à fait même les raisons pour lesquelles ça existe. Mais j'y fais très attention parce que il y a toujours un élément, c'est-à-dire que le pont n'est pas complet, quoi. Il y a toujours un élément qui manque et que cet élément, il faut probablement aller le chercher de l'autre côté. Et si on arrive à comprendre vraiment le lien, à créer la relation, oui, là, ça devient très intéressant. Le Japon étant un pays où la langue, où l'écriture n'a pas grand-chose à voir avec le langage que nous, on emploie en Occident, c'est une donnée qui est fondamentale. Et il faut toujours garder en tête que quand tu abordes des questions qui ont un lien avec, qui ont trait au Japon, eh ben, il y a cet élément-là. Ça ne veut pas dire que tout est relatif, hein, mais il y a cet élément-là. À l'inverse, quand Eiko Hosoe et un certain petit nombre d'autres photographes, dont Iko Narahara, avaient créé l'agence Vivo. À l'époque, le mot Vivo, donc VIVO, hein, occidental, en fait, à l'origine, il voulait utiliser le mot Life. Et puis Life, c'était déjà pris parce qu'il y avait déjà Life Magazine. Et en fait, Hosoe s'est dit, c'est quoi la traduction de Life en espéranto? Et en fait, Vivo,
c'est la traduction de vie, life, en espéranto. L'intention est sublime, en fait, dès le début. Dès le début, enfin, on comprend que le mot choisi pour désigner leur structure incluait déjà la question que je viens d'évoquer. Hein, il est question de langage, des questions de communication, de transmission et de lien avec le monde, quoi. Là, ça devient super intéressant. Donc voilà. À nouveau, je réponds pas tout à fait à ta question parce que c'est un peu compliqué pour moi d'y répondre parce que en fait, je crois que il y a plein de manières d'y répondre, mais qu'il faut vraiment rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de nuances là-dedans à apporter. Ça nécessiterait un autre podcast. Ce que je trouve passionnant, c'est que ce que tu nous dis là, en fait, ça ouvre des réflexions. En fait, effectivement, ça ouvre plutôt d'autres portes et d'autres sujets à explorer et des choses qu'on peut peut-être remettre en question sur plusieurs aspects, quoi. Ma dernière question, tu la connais peut-être, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui souhaiteraient travailler dans le milieu de la photographie? Alors là, c'est pareil, c'est une question que tu peux prendre sur l'aspect technique, sur l'aspect les choses à éviter, ou alors juste une réflexion que tu as en ce moment. Voilà. Alors, je vais répondre à ta question. Mais juste pour développer sur ce qu'on disait avant, cette semaine, dimanche, on inaugure dans les deux galeries une exposition de 13 artistes. Ce sera du coup, parce que l'épisode sera mis dans une semaine, donc ce sera le 12 février. Voilà. Le 12 février. Voilà, l'exposition ouvre le 12 février, elle se termine le 22 avril dans les deux galeries. Je dis ça parce qu'en fait, c'est un très bon complément de ce que je viens de dire. C'est une exposition qui est peut-être pour moi la plus difficile que j'ai jamais eu à monter. Il y a 13 artistes, des œuvres de 13 artistes, disons dispatchées, ventilées dans les deux lieux. Le titre de l'exposition, c'est un titre qui est sublime et à la fois difficile, compliqué. C'est une citation. C'est « Perdre aussi nous appartient ». Et « Perdre aussi nous appartient », ce sont des mots de Rilke, qu'il a écrit dans une lettre il y a à peu près un siècle, parce que c'était en février 1924, dans une lettre qu'il a adressée à Hans Carossa, un médecin, qui était aussi un auteur. Et certains disent que c'est un aphorisme. C'est un aphorisme qui dit qu'en fait, il y a de la perte dans toute chose, dans tout ce qu'on fait dans le monde, il y a toujours de la perte, mais que cette perte, elle est précieuse. Elle n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne pose pas problème. Au contraire, elle est riche de sens. Toute l'exposition, ce sont des œuvres qui... Alors, Raphaël Dalla Porta, qui est venu à la galerie pendant le montage de l'exposition, m'a dit en fait le commentaire le plus juste sur ce qu'on présente. Il y a des œuvres de Raphaël aussi dans l'exposition. Il m'a dit, au fond, aucune des œuvres qui est présentée dans l'exposition ne dicte ce qu'il faut voir. Et j'aime bien le mot « dicter ». Ça revient exactement à ce que j'ai dit avant. Il y a de la nuance dans tout. On est peut-être ces temps-ci beaucoup obsédé par le fait que les choses soient assez immédiates, soient transparentes. C'est louable, je le comprends tout à fait. Et dans certains domaines, c'est nécessaire. Mais la vérité, c'est qu'en fait, tout n'est pas transparent, qu'il y a toujours quelque chose d'opaque, et que il y a de la perte, de la nuance dans tout, et que il faut toujours rentrer dans des interstices, comprendre qu'il y a des interstices, et que souvent c'est même dans ces interstices qu'on découvre, en l'occurrence, la plus grande poésie. C'est la même chose que ce que je disais au sujet d'un lien entre la France, le Japon, l'Europe, le monde occidental, le Japon, la photographie. Par exemple, tu as un interstice entre les deux traductions, les deux appellations du mot photographie. Et que pour répondre à la question que tu me posais, il faut déjà rentrer dans cet interstice. Et que là, c'est dans cet interstice qu'on a peut-être un début de réponse. Donc voilà, le sujet d'exposition, c'est une exposition qui me tient à cœur. C'est un peu une exposition, j'oserais pas dire manifeste, parce que tout le but justement, le manifeste, il va un peu à l'encontre de ce qu'on veut dire, parce que
Le manifeste, il est direct, et c'est pas le sujet de l'exposition, mais c'est manifeste au sens où c'est une exposition qui, d'une certaine manière, résume des années de discussion qu'on a eues avec les artistes. Alors, des conseils. Bon, d'abord, moi, mon premier conseil, c'est toujours d'aller voir, de regarder, d'aller voir un maximum d'expositions, de lire un maximum de choses, parce que tout vient de là. Et que par ailleurs, on est une galerie. Les galeries, c'est un outil, un lieu assez extraordinaire, puisque ce sont des dizaines d'expositions, des centaines d'expositions qui sont montées, présentées au public, libres d'accès, de manière gratuite, avec des horaires où, voilà, je dis toujours, allez dans les galeries, parce que les galeries sont des lieux qui accueillent de manière libre un public. Et puis par ailleurs, il faut quand même aussi ne pas oublier que à peu près l'écrasante majorité des œuvres, des projets, des choses qu'on peut voir dans des institutions ont à l'origine été présentées dans une galerie, quelque part dans le monde, à un moment donné, et souvent de manière gratuite. Donc la galerie est une antichambre. Et c'est aussi un lieu de réflexion. D'une certaine manière, l'institution, le musée, la fondation, c'est la suite, c'est aussi la consécration, l'institutionnalisation, mais c'est la suite de ce qui a été présenté dans une galerie. Nous-mêmes, il y a plein d'œuvres, de projets qu'on a présentés à la galerie, qui aujourd'hui sont dans des institutions, et que le public peut aller voir dans ces institutions-là. Généralement, ils doivent payer pour entrer dans l'institution. Souvent, c'est reformulé, mais nous, à la base, on les a présentés de manière libre, ouverte, gratuite à la galerie. Mon premier conseil, c'est vraiment toujours d'aller voir, de regarder un maximum d'expositions, de s'entraîner, d'entraîner son œil, ce qui veut dire son cerveau. Et puis c'est comme ça qu'on se forme, Après, de manière plus spécifique, tu dis quoi, pour un jeune, tu veux dire pour quelqu'un, un jeune artiste de rentrer dans ce monde? Tout âge, parce que je pense que c'est pas l'âge qui fait spécialement qui peut définir le travail d'un artiste. Donc une très bonne formation, à mon sens. Alors c'est pas du tout possible pour tout le monde, mais une très bonne formation, c'est d'assister un grand artiste. Parce que je prends l'exemple d'Alfredo Jarre, qui a un studio à New York avec une équipe. Il a dans son équipe des artistes, donc qui ont une fonction dans le studio, mais qui, à mon avis, apprennent beaucoup en étant au contact au quotidien avec un artiste comme Alfredo. Je dis ça d'autant plus que nous, on représente une artiste extraordinaire qui s'appelle Capucine Gros, qui est française, mais qui maintenant vit en Roumanie. Capucine est une artiste qui fait une œuvre, on a présenté plusieurs expositions, qui fait une œuvre, moi, qui signifie beaucoup, avec une grande poésie, qui dit quelque chose du monde, qui dit quelque chose de nos vies. Capucine était la directrice du studio d'Alfredo pendant un peu moins de 10 ans. Je pense que Capucine a appris beaucoup pour sa propre pratique, en observant au quotidien, en étant en contact avec un artiste comme Alfredo Jarre. À mon avis, ça c'est une très bonne manière d'évoluer, parce que derrière, si on parle des galeries, moi je dis toujours que la meilleure manière pour un artiste de rentrer en contact avec une galerie, c'est d'être recommandé. Et il y a un ordre dans les recommandations. La première, c'est soit un collectionneur ou une collectionneuse. Souvent on dit que le deuxième c'est un artiste. Moi je retourne je renverserai même l'ordre. Je pense que la meilleure recommandation d'un artiste auprès d'une galerie, c'est qu'un autre artiste ait dit au galeriste ou à la galeriste, regarde ce travail. Et puis ensuite il y a bien sûr des conservateurs, des directeurs d'institutions qui ont pu, parce qu'ils sont curieux, parce qu'elles sont curieuses, découvrir le travail d'un artiste et puis un jour dire à un galeriste, une galeriste, regarde ça, c'est intéressant. Mais je parle des artistes parce que
Moi, quand un artiste avec qui on travaille, qu'on représente, ou alors dont on est très proche, me dit « Regarde ce travail, j'ai vu tel travail, j'ai vu tel projet, telle exposition, tu devrais regarder. » Moi, je regarde toujours. Ça me semble être la meilleure manière de rentrer en lien avec une galerie. Parle d'une galerie, mais je pense que c'est la même chose pour un éditeur, par exemple. Non, bah, c'est vrai que en fait, toi, t'es la première personne dans ce podcast qui le dit de façon aussi claire. Donc, je pense que je pense que ça a beaucoup de sens sur. Si tu veux, nous, j'en suis un peu désolé, mais on construit une carrière. On reçoit à longueur de journée des dossiers d'artistes qui nous envoient des éléments, Et d'abord, matériellement, on n'a pas le temps. Alors, je me dis que les galeries, on devrait plus s'organiser pour pouvoir traiter tout ça. Parce que si les gens font l'effort de nous envoyer ces dossiers, on sait très bien qu'on reçoit un email avec une pièce jointe, mais qu'en fait, il y a de fortes chances que l'artiste derrière, il ait passé pas mal de temps à rédiger ce message et à constituer ce dossier. Et donc, nous, le balayer comme ça, c'est pas possible et ça manque de respect. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas le temps non plus de traiter tout ça. Et que par ailleurs, oui, c'est un monde qui fonctionne beaucoup par recommandation, c'est un réseau, et c'est parce que on fait confiance, on fait confiance au jugement, aux opinions des gens qui ont déjà notre confiance. C'est en fait assez logique. Donc, ça me semble être le meilleur moyen. Pour un artiste de rentrer en lien avec des acteurs comme une galerie, comme un éditeur, comme une institution, parce qu'il y a des institutions qui font une place on appelle ça création émergente, qui font une place à ces acteurs. Je pense à la MEP à Paris, par exemple, que dirige Simon. Ils ont dans la MEP un espace qui s'appelle le Studio, qui a été rebaptisé depuis l'arrivée de Simon le Studio, qui est un lieu qui a pour fonction de présenter des projets d'artistes qui sont dont l'œuvre n'est pas encore totalement consacrée. Donc même une institution comme la MEP fait vraiment la place à ça. Et puis par ailleurs, il y a plein d'autres institutions qui peuvent faire une exposition collective, et dans une exposition collective, on peut créer un équilibre entre des artistes qui sont un peu, par exemple, des têtes d'affiche parce qu'ils ont une œuvre qui est extraordinaire et qui a été, avec les années, consacrée, institutionnalisée, étudiée, et puis, dans leur sillage, des artistes plus jeunes. Super. Et merci beaucoup Jean Kenta pour tous ces conseils. Merci. Mais aussi je pense que pour tous ces points que tu as pu aborder, qui je pense vont on se met peut-être des réflexions dans la tête des personnes qui vont écouter ce podcast. Donc l'exposition dont tu parlais est visible jusqu'à avril dans les 2 galeries 22 avril, à Paris, oui. en accès libre. En accès libre, on est ouvert du mercredi au samedi, et puis si vous voulez passer un autre moment, vous nous envoyez un message, généralement on est là. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci Jean Kenta, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!